Bonsoir à tous. Je vais vous demander un petit peu de silence. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence ce soir. La CCI Franchine, cette année, fête ses 30 ans, mais dans la CCI Franchine de cette époque. Et grâce à Hugues et à David, nous allons découvrir la CCI d'avant, qui a du coup plus de 30 ans. Donc, merci à vous. Et en attendant, nous allons découvrir petite vidéo, un message de notre présidente d'honneur qui a souhaité nous dire un mot ce soir. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que le CCI Franchine vous accueille ce soir dans ses locaux pour une conférence exceptionnelle sur les origines de la Chambre de commerce française en Chine, co-organisée avec la Société d'histoire des Français de Chine. Un voyage dans le temps vous est proposé par Hugues Martin et David Morisseau. Notons d'ailleurs que David est aussi membre du bureau de la Chambre. À ce titre, il est le lien privilégié entre la CCI et la Société d'histoire des Français de Chine. Nous remercions Hugues et David chaleureusement pour ce formidable travail de recherche que vous allez découvrir ce soir et vous souhaitons à tous une excellente soirée. On va vous expliquer un peu le programme de la soirée dès que ça tourne. Donc, ok, on va faire comme ça. Donc, en fait, c'est une présentation à deux où dans une première partie, c'est moi qui vais parler vraiment du fonctionnement de la Chambre de commerce de l'époque. Et dans une seconde partie, Hugues Martin va nous présenter les sociétés françaises en Chine dans les années 30. Voilà comment on se répartit un petit peu la tâche. Ok, commençons. Alors, est-ce qu'on arrive à faire tourner les slides à partir de ça? Non. Donc, je te ferai des petits signes. Mais alors, ce qui nous est arrivé, en fait, c'est grâce à Philippe Fournereau qui est ici et qui fait beaucoup de choses en coulisses et qu'on peut aussi remercier, on a identifié des archives qui venaient d'être digitalisées, que sont les archives, en fait, de la Chambre de commerce française en Chine de l'époque. Ils publiaient un bulletin de manière mensuelle, une centaine de pages, et on peut le trouver maintenant de façon totalement publique, c'est dans le domaine public, hébergé sur le site Gallica, qui est le site de la Bibliothèque nationale de France. Donc à partir de là, on a pu s'amuser à décortiquer et à retrouver ce qu'était la Chambre de commerce. Donc la Chambre de commerce française de l'époque, moi j'en avais entendu parler, je savais qu'il en existait une, mais je savais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Donc ce qu'on vous présente, c'est relativement inédit. Il y a encore beaucoup de travail à faire, vous allez voir, mais c'est un bon début et qui va nous donner quelques clés de compréhension de ce qu'était la Chambre de commerce à l'époque. Donc allons-y pour la slide suivante. En fait, en tête de chacun de ces bulletins, on a un sommaire qui est très marrant. Je vais passer rapidement, je vais pas vous embêter avec ça, mais c'est toujours le même, toujours la même présentation où on retrouve l'adresse en fait et on va passer au slide suivant. On a une partie officielle, une partie non officielle. Et dans la partie officielle, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a tous les comptes rendus, les notes officielles de chacun des comités. Ils appelaient ça des comités, pas des bureaux locaux. Et, ils avaient un comité à Shanghai, à Canton. Enfin ça, je vous ai pris l'exemple d'un bulletin de 1923, d'avril 1923. On est exactement à 100 ans donc de la Chambre de commerce de l'époque. Et à partir de ces comptes rendus, on trouve ce qu'était la Chambre, qui étaient les participants, qui étaient les membres du bureau. Et donc ça, c'est vraiment très marrant. Donc dans cette partie officielle, par exemple, on se rend compte, il y a des discours intéressants pour savoir, par exemple, qui de la section de Canton va participer à quel dîner à Hong Kong. Des petites choses comme ça. On voit aussi des réponses à des lettres qu'on leur envoie depuis l'étranger. Donc, il y a un fabricant de cognac
de Grèce, par exemple, qui envoient une lettre à la Chambre française pour se faire distribuer en Chine, pour avoir de l'aide. Et là, ils répondent très courroucés que le cognac, ça n'existe qu'en France et que c'est donc une contrefaçon et qu'ils sont pas prêts de les aider. Mais donc voilà, ce type. Enfin, la lettre finit quand même par veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Mais donc voilà le type de commentaires qu'on retrouve. On retrouve aussi des listings des dernières nouvelles. Donc il y a le listing, par exemple, des nouveaux conseillers du commerce extérieur, qui était donc une institution qui existait déjà à l'époque. On retrouve, vous voyez à la fin, c'est marqué offre et demande. Donc, on a des offres d'emploi, on a aussi des demandes d'emploi. Donc, c'est exactement ce qu'on connaît aujourd'hui comme type de service à la chambre de commerce, sauf que c'est un petit peu plus digitalisé, un petit peu plus rapide, on va dire. Mais voilà, on avait, par exemple, je vous en partage quelques-unes. On a, par exemple, Maison de Paris peut fournir les marchandises ci-dessous à des prix extraordinaires de bon marché. Cognac, vin de Bourgogne et Bordeaux, mousseux, champagne. Voilà, c'est une liste comme ça, il y a une vingtaine par bulletin d'offres et de demandes. Et dans les demandes d'emploi, on a par exemple français à Shanghai, connaissant parfaitement l'anglais et ayant l'expérience de la Chine, serait désireux de trouver une situation, référence exceptionnelle. Donc voilà, la mise en relation, le service de mise en relation de la chambre qu'on connaît aujourd'hui existait à l'époque, voilà, avec le style de l'époque, on va dire. Ensuite, suivant, on a toute une partie. Ah, voilà. Pardon, c'est toi qui m'as fait changer ça, donc je suis déstabilisé. Mais voilà, vous avez vu la liste en fait des différentes sections, et donc ce qu'ils appelaient le comité central de Shanghai était vraiment la partie la plus importante. Donc, c'était vraiment le centre de la chambre de commerce. Mais en termes de géographie, on retrouve en fait la géographie qui était ce qu'on parle des ports ouverts à l'époque. Donc, on retrouve Harbin, Tianjin, Hankou qui est Wuhan aujourd'hui, Kunming qui avait une importance particulière parce qu'on n'est pas très loin de l'Indochine française à l'époque, et Canton. Et à une époque, je parlais avec Rebecca tout à l'heure, que je retrouve plus dans la salle, je suis là-bas, il y avait une section Hong Kong qui était intégrée à la Chambre de commerce française en Chine et puis qui ensuite est devenue indépendante. Donc voilà, l'indépendance de Hong Kong date d'une certaine époque. Et voilà, donc ça c'est les grands comités, les grandes sections, et puis après on a, comme aujourd'hui, on a aussi un réseau de représentants avec là où les communautés françaises sont beaucoup plus réduites, on a des petits bureaux, enfin c'est pas des vrais bureaux, c'est plutôt des représentants qui sont ici, on voit ce qu'on appelait Fort Bayard à l'époque, mais voilà, une petite ville dans le Yunnan, Chongqing, Pékin, bien évidemment, et puis dans le Shandong, dans ce qui est aujourd'hui Yantai, il y avait aussi quelques hommes d'affaires français. Donc voilà pour la géographie. Ensuite, slide suivant. Donc dans la partie non officielle, c'est là où ça devenait en fait une sorte de boîte à outils de connaissances de la Chine. On retrouve en fait des articles de fond. Vous voyez l'exemple. Donc on reprend toujours le bulletin d'avril 2023 où on parle par exemple de la gabelle chinoise, comment tout ça fonctionne, les bois en Extrême-Orient, voilà, des articles de fond comme on savait les faire à l'époque, donc avec très très peu d'illustrations. C'est pas le connexion que vous connaissez aujourd'hui, mais c'est finalement exactement la même idée où on retrouve des explications sur certains secteurs. On retrouve aussi des nouvelles, des nouvelles économiques et politiques de la région. Et puis aussi des tableaux de prix qui se déplient, etc., sur tout ce qui est la soie, le coton, les matières premières, etc. Donc vraiment une sorte de boîte à outils qui est vraiment très très utile. Donc c'est publié de manière mensuelle, une centaine de pages à chaque fois. C'est un vecteur de communication et de connaissance qui est fascinant. Et d'ailleurs pour un étudiant en sciences économiques, enfin en histoire économique, c'est vraiment une mine d'or pour connaître comment fonctionnait le commerce en Extrême-Orient à cette époque-là. Donc voilà, ça, on n'est pas allé jusque-là. Suivant, on va donc vous parler de la création de la Chambre. Donc, création de la Chambre, c'est 1916. C'était dans l'air du temps. La Chambre américaine, elle date de 1915, par exemple. C'est à peu près au même moment. Et c'est une initiative, qui est privée, mais quand même avec une forte influence des autorités publiques françaises. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Il y a des concessions. On a une très grande concession à Shanghai. Et il y a pas mal d'autres choses. Donc, dans les sociétés fondatrices que vous pouvez voir, il y a toujours quelques banquiers. Ça, ils sont toujours là et jamais très loin. Et après,
Mais non, il faut pas rire. Et ensuite, quelques grandes compagnies dont on va parler un petit peu plus loin. Hugues, tu iras un peu plus loin que moi. Mais vous voyez, par exemple, dans les sociétés fondatrices, on mentionne aussi la municipalité française de Shanghai, qui était un contributeur assez important en termes de financement de la Chambre, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui, comme vous savez, ou comme vous savez pas. La Chambre est 100%, fonctionne 100% sur des fonds privés et grâce à ses membres. Donc, c'est un petit peu différent. Alors, premier président, et vous allez voir, son histoire est marrante, c'est Henri Madier, qui est vraiment un personnage phare de la concession française. C'est une des plus grandes fortunes à Shanghai à cette époque-là. C'est un négociant en soi, donc voilà, Lyon, avec son siège à Lyon, et puis avec quelques bureaux en Extrême-Orient, mais vraiment le bureau le plus important, c'est le bureau de Shanghai à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui a été président pendant les 10 premières années de la Chambre, donc on est 1916-1926. Ensuite, il va vouloir passer la main, on va le forcer pour qu'il reste, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup servi la Chambre. Donc vous pouvez faire le parallèle avec certaines personnes que vous connaissez aussi. Il va devenir trésorier honoraire parce qu'il n'y avait pas encore dans les statuts de président honoraire possible. Puis un an après, on modifie les statuts et il devient président honoraire. Et il va être président honoraire pendant de nombreuses années. Enfin, il marque l'histoire de la Chambre qui va donc de 1916 jusqu'en 1946 pendant une vingtaine, voire plus d'années de sa très très forte empreinte. Donc on peut faire le parallèle avec Annick de Bensman qui nous a fait l'introduction tout à l'heure, mais voilà, à quelque chose près, voilà l'ancêtre d'Annick de Bensman aujourd'hui. À l'époque, pardon. Suivant. Donc voilà, Henri Madier, il habitait cette maison que vous connaissez, vous avez peut-être vu en plein centre de la concession française et qu'on appelle la petite maison blanche parce que vous reconnaissez un peu dans le design. Donc quand je vous disais qu'il était riche et qu'il avait du pouvoir, oui, ça se voit dans sa propriété. C'est une propriété qui appartenait en fait à l'ISS, qui est Hugues va nous en parler tout à l'heure, mais qui est vraiment le lieu de rencontre de tous les hommes d'affaires de l'époque et qui se sont amusés à spéculer sur l'immobilier à Shanghai principalement. Mais voilà, c'est devenu ensuite c'est devenu une résidence qui a été utilisée par des officiels différents à la suite de l'histoire chinoise. Et aujourd'hui, c'est un musée, donc c'est quelque chose que vous pouvez visiter. C'est sur Fanyanglu et c'est une magnifique résidence. La petite Maison Blanche. Suivant. Alors, comment elle fonctionnait, la Chambre? Donc, sur certains sujets, je vais passer assez rapidement, mais ils ont un système de membership qui est pas très éloigné, mais un petit peu plus compliqué que ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez des membres fondateurs, actifs, participants, adhérents. Enfin, ils faisaient la différence entre les vraies entreprises françaises, ceux qui avaient des intérêts en France, mais qui n'étaient pas français, etc. Avec des systèmes de validation un petit peu, enfin, il fallait l'unanimité du bureau pour les valider, certains. Et puis, il y avait les membres fondateurs qui étaient encore au-delà qui étaient en haut le top des membres. Mais bon, ils payaient tous une cotisation et c'est ça d'ailleurs qui faisait que le financement de la Chambre premier, c'était le membership à l'époque. Et voilà. En termes de services, donc vous n'allez pas être surpris, c'est exactement ce que fait la Chambre encore aujourd'hui. Il y a une partie lobbying, donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc dès qu'il y avait en fait une volonté de remise en cause des principes d'extraterritorialité, on avait tout de suite la Chambre qui a envoyé j'allais dire un email, mais qui a envoyé une lettre à l'ambassadeur ou au consulat de l'époque et qui disait mais non, c'est pas bien, ça remet en cause les intérêts français en Chine, faites très attention, etc. Donc, très conservateurs dans leur façon de faire, mais bon, beaucoup de lobbying auprès des différentes institutions, qu'elles soient françaises, internationales, il y avait une concession internationale, et aussi chinoise, bien évidemment. Il y a donc toute une veille économique qui était réalisée par le bulletin dont on vient de parler, un service donc de mise en relation, de recherche d'emploi, on l'a vu tout à l'heure. J'ai identifié l'organisation d'une foire des produits français, donc voilà des choses aussi qui se faisaient à l'époque. Et puis ils avaient un service de télégraphe aussi qui était, semble-t-il, très utilisé par les membres. Donc voilà un peu le type de service. Donc c'est pas
bon, c'est ce qui se faisait à l'époque, mais c'est pas très éloigné de ce que fait la Chambre encore aujourd'hui. En termes d'administration, là, par contre, le parallèle, il va se faire peut-être un petit peu plus avec ceux qui connaissent la Chambre européenne. Donc, en fait, en réalité, chaque ville était indépendante avec son propre PNL, avec son propre bureau. Alors que la Chambre, aujourd'hui, elle est très intégrée, les membres du bureau, enfin, il y a un bureau qui est national. À l'époque, chaque ville avait son bureau, à la différence que Shanghai était tellement proéminent que le président de Shanghai devenait automatiquement le président de la Chambre de commerce française en Chine, ce qui était quand même assez pratique. Mais voilà comment ça fonctionnait à l'époque. Et encore, comparaison qu'on peut faire avec, donc ça c'est le bureau, c'est le conseil d'administration de la Chambre. Il y avait un secrétaire général qui dirigeait l'action quotidienne de la Chambre avec une petite équipe, donc fonctionnement que vous connaissez encore aujourd'hui. On va parler de toi, Caroline, tout à l'heure. Je vais voir. Et en termes de budget, donc autonomie financière pour chacun des comités locaux, est très subventionné par les autorités françaises. Donc j'ai retrouvé qu'en 1922, il y avait 40% des revenus à Shanghai qui étaient en fait qui venaient de la concession française, de l'administration de la concession française. Le reste de revenus, c'était beaucoup quand même les adhésions. Donc voilà. Passons au suivant. Voilà. Alors les lieux, vous les connaissez plus ou moins. C'est les lieux de la concession française importants qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc le siège, là où travaillait l'équipe opérationnelle, dans un premier temps, ça a été à la municipalité française. Donc vous pourrez regarder l'adresse. Je vous ai mis l'adresse de l'époque et l'adresse d'aujourd'hui. On a un très bon moteur de recherche d'ailleurs sur le site de la Société d'Histoire pour retrouver les correspondances des noms. Et donc ça, c'est le bâtiment que vous voyez en haut à gauche existe toujours, il reste juste la façade, mais on n'est pas très loin de Xintiandi. Et puis, ils ont déménagé dans cette fameuse compagnie ISS dont on va parler tout à l'heure, et malheureusement, le bâtiment a disparu. Hugues nous en parlera tout à l'heure. Alors ces messieurs, pour faire leur réunion de bureau, ils le faisaient pas à la Chambre quand même, ils le faisaient dans leur club d'hommes d'affaires et ils faisaient ça au cercle sportif. Le cercle sportif, c'était vraiment le lieu de rencontre des businessmen français, entre autres. Et donc il y a eu une première version, il y a eu un certain nombre d'enfants. On a fait une conférence avec Nicolas, c'est toi Nicolas qui avait animé ça, sur l'histoire du cercle sportif. Donc, ils se sont réunis jusqu'en 1925 dans l'ancien cercle sportif, qui est le joli bâtiment qu'on trouve au nord de Fuxing Park aujourd'hui, qui est toujours là, qui est plus ou moins compliqué pour rentrer dedans, mais il est toujours là. Ça a été l'école ensuite et il est donc toujours présent. Et ensuite, ils ont déménagé dans ce bâtiment très très moderne, très joli qu'on avait fait visiter avec Nicolas, qui est aujourd'hui la base de l'Okura Garden Hotel. Donc voilà, et peut-être qu'on va faire quelque chose au mois de juin là-bas en tant que société d'histoire. Mais voilà, ils se réunissaient là-bas dedans et quand même c'était sympa. Photo suivante. Voilà un peu ces messieurs. Hein. Vous voyez que c'est pas très en termes de diversité, de parité, etc. C'est quand même assez, c'est représentatif de l'époque, on va dire. Mais vous voyez, donc je parlais d'équipe France tout à l'heure à nos amis du consulat. On a le président et toujours à droite du président, on a l'attaché commercial. On n'a retrouvé pas beaucoup de photos, j'en ai deux, mais l'attaché commercial est toujours là. Donc voilà, Pierre, ton ancêtre était là. Prédécesseur. Mais voilà, je vous passe rapidement les noms parce que vous allez, on va en parler avec Hugues, le nom des compagnies. Mais voilà, donc ça c'est une illustration 1930 et ensuite on en a une autre, slide suivant, 1934. Où encore une fois, on a où est-ce qu'il est, le monsieur le président? Évidemment, il est en bas. Monsieur Donnet est ici en numéro 3. Et à droite, on a monsieur Vibien, qui est l'attaché commercial, qui est toujours avec lui. Et là, ce qui est marrant à noter, ça, c'est le Madier qui est mentionné ici. C'est le frère du fameux Henri Madier dont on parlait, le fondateur de la Chambre de commerce, enfin, le premier président de la Chambre de commerce. Donc voilà, en termes de compagnie, c'est à peu près toujours les mêmes. En termes de personnes, c'est à peu près toujours les mêmes aussi. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Suivant. Et voilà. Voilà Caroline. Je sais que... Je sais, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est toi. Donc voilà Jean Fredet, donc qui est un personnage qui est donc du début jusqu'à la fin, donc de 1916 jusqu'à 1946, pendant 30 ans. Il est directeur de la Chambre de commerce. Donc, c'est quand même...
Bon, là, et là peut-être, en 1932. Non, il a 32 ans quand il arrive à Shanghai. Il faut lui donner une vingtaine d'années en plus à peu près. Donc là, il a une cinquantaine d'années. Il se prenait pas du tout au sérieux, mais voilà. Bon, il a une formation de journaliste au départ, mais voilà, il est un personnage très central des rouages de la concession française à l'époque. Il est conseiller du commerce extérieur. Il est décoré côté français, côté chinois. Et c'est un passionné d'histoire. Donc pour ceux qui connaissent, enfin ceux que ça intéresse l'histoire de la concession française de Shanghai avec un C, on a une référence pour les passionnés qui s'appelle Le Mébon et Frodé. Donc c'est un livre qu'ils avaient coécrit et en fait dans le bulletin de temps en temps on a des petits articles historiques qui sont signés de Frodé. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, son livre d'histoire sur la concession française avait été financé en partie par la Chambre de commerce. Donc les conflits d'intérêts, ils connaissaient un petit peu ça aussi. Mais voilà Monsieur Frodé, donc ton ancêtre spirituel aussi. Suivant, et j'en ai bientôt fini pour ma partie. Alors, ce qu'on a découvert grâce à Pierre, qui est ici dans la salle, on a publié cet article la semaine dernière. Donc, le journal de francophone, le quotidien de référence à Shanghai dans les années 20-30, fin des années 20, 30, 40, c'est le journal de Shanghai et c'est une initiative de la Chambre de commerce de l'époque. En fait, le journal précédent a un peu périclité. Et tout de suite, Jean Frodé va monter une commission. Vous savez qu'au chambre de commerce, on aime monter des commissions. Et en 6 mois, en fait, il va créer un nouveau journal avec, vous voyez, le premier conseil d'administration qui a évidemment lieu au cercle sportif et qui s'agira en fait le slogan qu'ils mettent dessous le titre souvent, mais qu'on voit pas ici, c'est vraiment l'organe des intérêts français en Extrême-Orient. C'est quelque chose qui revient. Donc c'est une mine d'informations qui est disponible aussi sur Gallica, si ça vous intéresse. Vous tapez le journal de Shanghai. Il y a pas mal de photos, il y a beaucoup de publicités. C'est très marrant à regarder les différentes publicités, mais c'est pas le sujet du jour. Voilà, il sera dirigé par Jean Fontenoy, qui était un personnage de la concession française qui avait une tendance à aller très à droite, on va dire. Donc pendant la guerre, il a été un petit peu vichiste sur les bords. Voilà, je ferme la parenthèse. Et puis dernière chose, et je te laisse ensuite la parole, Hugues. Donc slide suivante. Voilà. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de délégations françaises qui venaient en Chine faire un peu des visites, des explorations. Donc voilà, encore une fois, avril 1923, il y a 100 ans, les gars qui débarquaient en Chine, ils étaient quand même bien habillés. Et je ne dis rien, mais voilà. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que en fait, dans tous les bulletins, en permanence, ils se font des bisous entre eux, entre le service économique du consulat, de l'ambassade, et au point où on se demande si c'est vraiment la réalité des choses. Mais voilà, il y a tout le temps, à chaque fois qu'il y a un attaché commercial qui s'en va, il pleure à chaudes larmes, c'est un déchirement, etc. Et ils mettent en avant. Et ils mettent en avant toujours la grande entente qui existe entre eux. Donc, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, on s'entend toujours très bien, non? Donc voilà. Mais et puis on a aussi donc pas mal aussi de ce type de commentaires qui pourraient nous intéresser nous-mêmes encore aujourd'hui. Beaucoup de plaintes du style les Français en France ils comprennent pas la Chine, etc. Et donc on devrait écrire une lettre pour les informer, on devrait contacter des journalistes pour leur expliquer quelle est la réalité chinoise, etc. Donc voilà. Les points communs entre aujourd'hui et hier sont assez nombreux. Les choses en 100 ans ont quand même pas mal évolué, mais les points communs sont intéressants et marrants. Donc voilà, pour ma partie. Maintenant, Hugues, je vais te laisser la parole pour parler des compagnies françaises dans les années 30. Donc, après David qui nous parlait de la Chambre de commerce, moi je vais vous parler des membres de la Chambre de commerce. Et vous allez voir qu'il y a aussi parfois un certain nombre de parallèles. Donc, je vais vous énumérer une petite liste de compagnies. Les 3 premières sont ce qu'on appelait les 3 grandes dames de la concession française, c'est-à-dire les messageries maritimes, la compagnie des tramways d'électricité et la Banque de l'Indochine.
Et ça, c'était vraiment les gens qui dirigeaient une grosse partie du business. Et eux, ils avaient des expatriés, donc des gens qu'ils envoyaient. Et les autres, c'était des gens qui étaient plutôt des entrepreneurs à Shanghai, donc c'est ce qu'on appelait les Shanghai Islanders. Et parfois, ils avaient des intérêts contradictoires, et notamment au sujet de ce qu'on appelait l'extraterritorialité, de rendre les concessions ou pas. Et quand on lit les livres là-dessus, on se rend compte que, un petit peu comme aujourd'hui, il y avait différents points de vue qui parfois convergeaient, parfois non. Voilà. Donc la première compagnie, c'est les messageries maritimes. J'ai mis beaucoup de photos, donc n'hésitez pas à regarder sur le côté si vous êtes dans le fond de la salle. Ça sera plus facile. Donc les messageries maritimes, c'était la compagnie maritime française, fondée 1851, et en 1863, ils ouvrent un bureau à Shanghai. Et le bureau à Shanghai, il se trouvait 9 quai de France, c'est-à-dire exactement à l'endroit où se trouve ce bâtiment, qui se trouve encore sur le Bund, à droite de la Yan'an. Et ce bâtiment, c'était le consulat général de France, où aujourd'hui il y a une grande tour. D'accord. Et donc, ils se sont établis, évidemment, c'est une compagnie maritime, donc ils opéraient des bateaux, donc forcément, ils se sont établis sur le Bund. D'accord. Alors, ils avaient un business florissant à Shanghai, ils desservaient Shanghai, ils desservaient évidemment l'Indochine, parce que c'est la même ligne maritime, et une des raisons de leur commerce florissant, c'était, premièrement, l'exclusivité du transport des personnels d'État. C'est-à-dire que tous les diplomates français, tous les militaires français, et il y en avait un certain nombre, étaient transportés par la compagnie, celle qu'on appelait la compagnie. Et puis deuxièmement, on a parlé de Madier, qui faisait du commerce de la soie. Donc les messageries maritimes, ils avaient aussi un quasi-monopole de l'exportation, du transport de la soie et du thé, qui était quand même une grosse partie de l'export de la Chine vers la France. D'accord ? Et je vous ai mis 2 bateaux, donc effectivement, c'est un peu comme dans Tintin, hein, ils ont des grands paquebots, on y passait, il fallait 2 mois pour venir de France. Donc quand vous étiez en première classe, alors j'ai pas mis toutes les photos, mais quand vous étiez en première classe, c'était très bien. Quand vous étiez en 3e classe, qu'on appelait la rationnière, c'était un peu long. Voilà. Mais bon. Et ça, c'est un des paquebots, enfin des paquebots qu'ils avaient, qui s'appelait le Porthos. Donc ils avaient 4 bateaux qui étaient Porthos, Athos, D'Artagnan, etc. Il y a eu toute une série comme ça. Voilà. Et celui-là, c'était le vaisseau amiral de la compagnie qui s'appelait le Georges Philippard. Accessoirement, Georges Philippard, c'était le président de la compagnie. C'est facile. Et le Georges Philippard, il est connu par les membres de la Société d'histoire de Shanghai parce qu'il a coulé en mer Rouge au retour de son premier voyage. Et il a coulé, et c'est un très grand mystère parce qu'à son bord, il y avait un journaliste français qui était la star des journalistes français de l'époque, qui s'appelait Albert Londres, et dont on suppute qu'il avait fait une enquête très approfondie sur le commerce de l'opium en Chine et en Indochine. Et bizarrement, l'enquête n'est jamais arrivée jusqu'en France. C'est dommage. Voilà. Donc il y a pas mal de légendes qui tournent autour de ça. Il y a 2 personnages dont un qui va revenir régulièrement. Donc la compagnie a été dirigée, en fait, la hiérarchie de la compagnie, il y avait un agent qui était le dirigeant général, puis après il y avait quelques agents, puis de nombreux Chinois qui travaillaient dedans. Et l'agent le plus connu, c'est Étienne Sigaud. Alors il était sur les premières photos. Et vous allez voir, c'est un nom qui revient. Parce qu'au départ, il était agent. Il a d'ailleurs été agent 2 fois. Donc, il a travaillé pour la compagnie maritime de 1911 à 1914. En 1914, il a été appelé pour la guerre. Et il est revenu en 1923, où là, il était le dirigeant de la compagnie jusqu'en 29. Et là, il démissionne, prend d'autres fonctions, je vais y revenir. Et un autre dont on entend parler, un peu plus loin, c'était Jean Cochet. Lui aussi était président de la CCI. Il a été aussi président à une époque du Cercle sportif français. Voilà. Alors, la deuxième compagnie, ça, c'était les infrastructures de la concession. Donc, il y avait une société qui s'appelait la Compagnie française de tramway et d'éclairage électrique de Shanghai. Et comme le nom l'indique, ils faisaient les tramways, ils produisaient de l'électricité, donc ils avaient une centrale électrique qui se trouvait au niveau de la Zhaojiabanglu et de l'autoroute surélevée, à peu près le sud de la concession. Donc, ils avaient des tramways, je vous en ai mis 2. Ça, c'est les tout premiers tramways, et la légende dit, j'ai trouvé ça sur un article de journal, qu'en fait, ils étaient obligés de mettre une tête de dragon et un gros klaxon parce que sinon les gens bougeaient pas devant le tramway. Voilà, ça c'était au début, c'est 1906-1907. Et puis après, ça s'est densifié, il y a eu 5-6 lignes de tramway, plus les lignes de tramway dans la concession internationale, plus les lignes de tramway dans la partie chinoise, donc les gens étaient plus habitués. Et ben ça, c'est le Bund. Et il y avait une ligne de tramway, la ligne numéro 2, qui descendait le Bund. À peu près qui descendait, qui traversait les concessions d'ailleurs. Donc,
La compagnie d'éclairage, la CFET, voilà, je vais arrêter de dire le nom complet, créée en 1906. Alors accessoirement, l'un des investisseurs principaux, c'était la Banque de l'Indochine, qui était aussi un des fondateurs de la Chambre de commerce et dont on va reparler après. C'est toujours un petit peu les mêmes gens. Hein. Le message de ma partie, c'est ils étaient une dizaine et ils occupent toutes les fonctions. Vous allez voir, c'est toujours les mêmes. Et toujours les mêmes sociétés. Donc 1906, hein, première ligne de tramway qui va du Bonn français, c'est-à-dire la Yan'an sur le Bonn, jusqu'à People Square, à peu près. Accessoirement, au bout d'un certain temps, ils prennent la concession de l'eau potable aussi, tant qu'à faire. Donc, ils géraient les tramways, l'électricité et l'eau potable. C'était un peu la Lyonnaise des Eaux ou la Générale de l'époque. Donc, étant quand même une société de transport française, il fallait bien qu'il y ait des grèves. Donc, il y avait des grandes grèves. Il y a eu des grandes grèves en 1927 et en 1931, conflits sociaux. Et vous voyez les articles des gens de l'époque. Les gens disaient, mais il n'y a pas de tram aujourd'hui, je peux pas aller travailler. Comment on fait? Voilà. Même chose que les journaux en ce moment. Et c'était probablement l'employeur le plus important d'Européens à Shanghai à l'époque. Ils avaient 80 Européens, dont à peu près 40 Français. 1400, 1700 Chinois qui conduisaient les trams, réparaient, etc., etc., etc. Et la compagnie était cotée à la Bourse de Paris. Donc, quand vous aviez un portefeuille d'actions, vous allez voir un agent de change, comme on disait à l'époque, et que vous aviez un portefeuille d'actions, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait dedans la compagnie française d'éclairage électrique et de tramway de Shanghai. Le directeur était Monsieur Courtial, qui a aussi été membre du bureau de la CCI. Et alors, on va le revoir, ces gens-là sont toujours un peu dans le même monde parce que tous les cadres de la société étaient logés dans des bâtiments qui étaient détenus par la Fonsim, qui est une société dont je reviens après, si vous connaissez un peu Shanghai. Pardon. Si vous connaissez un peu Shanghai, le coin de la Huntinglu et de la Yongjialu, Zhengulu, là, il y a pas mal de bâtiments qui ont l'air un peu français, normands, etc. Mais c'est là où, alors pour ceux qui ont connu Cottons, le bar qui vient de fermer, eh ben ça, c'était la maison d'un des cadres de la compagnie, pas mal. Hein. C'était pas le cadre le plus élevé, hein. C'était un cadre middle class. Gentil comme maison. Troisième, la Banque de l'Indochine. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Crédit Agricole ce soir? Personne. Je demande parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, mais on a uniquement échangé par email, donc je les ai encore pas rencontrés. Et ils m'ont beaucoup aidé parce que aujourd'hui, Crédit Agricole, c'est le lointain descendant de la Banque de l'Indochine. J'y reviendrai. Donc la Banque de l'Indochine, elle est créée en 1875. C'est pas la première banque française à Shanghai. Il y avait le comptoir d'escompte, mais le comptoir d'escompte a fait faillite, pas seulement à Shanghai, en fait partout. Et donc à ce moment-là, la Banque de l'Indochine, qui par définition finançait le commerce en Indochine, a vu une opportunité de business. Donc ils se sont dit, on va s'étendre à Shanghai. Et après ils se sont étendus plus tard à Hankou. Donc on parlait de Wuhan, Hankou. Tianjin, on trouve encore aujourd'hui des bâtiments où il y a marqué Banque de l'Indochine dans ces villes. Donc, non, je reviens. 1898, ils ouvrent à Shanghai. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ouvrent pas dans la concession française, ils ouvrent dans la concession anglaise et ils s'installent dans le bureau de la plus grosse société de commerce anglaise qui s'appelait Jarden, enfin qui s'appelle encore d'ailleurs, Jarden and Matheson. Et donc, ils étaient surtout en fait sur les activités de change, donc de change de monnaie, mais aussi avance sur marchandises. Ils faisaient du crédit pour les exportateurs, donc ils faisaient un petit peu le travail de COFAS aussi. En fait, ils géraient tout ça et ils faisaient de l'avance sur marchandises, c'est-à-dire qu'on leur. Il y a même une histoire, si c'est pas à Shanghai, mais à Fort Bayard dont tu parlais, la Banque de l'Indochine avait ses coffres remplis de boules d'opium parce que ça permettait de garantir l'argent. Parce qu'à l'époque, on exportait beaucoup. J'y reviendrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1920, donc quand David expliquait, on a parlé des membres fondateurs de la Chambre de commerce. Et il y avait deux banques. Il y avait la Banque de l'Indochine et la Banque industrielle de Chine. La Banque industrielle de Chine fut absorbée en 1920 par la Banque de l'Indochine. Cependant, j'en parle parce que si vous surfez un petit peu sur eBay, vous pouvez tomber là-dessus, qui est une action de la Banque industrielle de Chine. C'est très beau, hein, c'est grand comme ça. Et c'était un peu le style... J'imagine la Chine depuis mon bureau à Paris, avec les petits lampions, etc. C'est un autre style, en fait. Oui, avec le consortium. Oui, c'était... On pourrait écrire un livre là-dessus, d'ailleurs. C'est vrai?
Bon, ben voilà. Oui, ce fut un peu compliqué d'ailleurs. Parce que la Banque industrielle de Chine, elle avait été fondée par quelqu'un qui était parti de la Banque de l'Indochine. Accessoirement. 1930, 93,5% du profit vient non pas de la gestion des comptes des gens ici, parce qu'évidemment, c'était une banque, donc les Français qui étaient là et les étrangers pouvaient avoir leurs comptes. Mais la plupart en fait, des gains viennent des opérations de négoce, du spéculation sur la bourse de Shanghai qui existait déjà, qui était extrêmement volatile et extrêmement spéculative. Et donc, après une brève interruption aux alentours de 1950 jusque dans les années 80, eh bien, la lointaine descendante de Banque de l'Indochine, qui était Indo-Suez, fruit du merger de Banque de l'Indochine et de Banque de Suez, est revenue à Shanghai en 1984. Voilà. Et alors, il y a deux personnes qu'on retrouve régulièrement. C'est Monsieur Lebouc, qui était sur la photo de la CCI 1930, donc membre du Conseil, et Monsieur Chevreton, qui était lui sur la CCI 1934, membre du Conseil aussi. Alors ça, c'était les sociétés qui venaient de France, mais il y a deux histoires de sociétés qui ont gagné un argent fabuleux, implantées uniquement ici. Alors la première, c'était la International Saving Society. On peut trouver aussi la dénomination Société d'épargne internationale sur les premières parties. Alors c'était vraiment une idée géniale. En fait, c'est l'équivalent d'une compagnie d'assurance vie. Donc vous aviez de l'argent, vous leur donniez l'argent, ils vous garantissaient un intérêt, et au bout de 12 ans, c'était des coupons de 12 ans, c'est marqué là, c'est marqué ici, voilà. Ils vous rendaient le capital en vous ayant versé des intérêts tous les ans, avec un intérêt défini au départ. Assez classique. Mais le truc génial, c'est que, et qui a évidemment beaucoup plu aux Chinois, qui sont un tantino joueurs, comme pour beaucoup d'entre eux en tout cas, c'est que une fois par mois, l'un des souscripteurs gagnait le remboursement intégral de son capital et de la totalité des intérêts qu'il aurait dû percevoir. Donc ils ont réussi à combiner l'épargne et le jeu. C'est génial. Pour la Chine, génial. Alors évidemment, ça a marché de la folie. Ça a marché tellement bien que en 1930, ils avaient 130 000 souscripteurs. Pour vous donner une idée, il y avait 2000 Français maximum à Shanghai. Il y avait 400 000 habitants dans la concession française. Ils avaient 130 000 souscripteurs. Voilà. Et ils n'étaient pas les seuls, parce qu'ils avaient des concurrents. Dans la concession étrangère, internationale, vous avez une société d'assurance qui existe encore aujourd'hui à Hong Kong qui s'appelle AIA. Eh bien, AIA était sur le bond aussi, quelques centaines de mètres plus loin. Mais ils n'avaient pas inventé de loterie. C'est ça la grande différence. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Donc, ils avaient en fait les bâtiments de l'International Saving Society, c'était. Alors, ils ont tous disparu, mais ils étaient à l'angle de la Yan'anlu et du Bund. Donc, côté gauche, quand vous regardez quand on est sur le fleuve et qu'on regarde la Yan'an, c'était côté gauche. Donc, tous ces bâtiments qui ont l'air d'être vieux sont tous des faux. De l'autre côté, l'ancienne concession internationale, ils sont tous vrais. De ce côté-là, ils étaient tous faux. Ils avaient des très beaux bâtiments qui étaient donc ce qui s'appelait avenue Édouard VII, 5, 7, 9. Et au numéro 9, ce qu'on appelait le In Saving Society, le 1er janvier 1932, déménage la chambre de commerce qui s'installe dans les bureaux de ces gens-là. En fait, dans ces bâtiments, il y avait pas mal de sociétés qui s'y installaient. Ils avaient un petit peu le rôle d'incubateur que la CCI peut avoir. Donc, on trouve pas mal de sociétés françaises qui étaient dans ces endroits-là. D'accord. Donc, les fondateurs, c'était deux Français à Shanghai. Alors ça, c'est la version officielle. Il y avait aussi quelques Chinois, en fait. J'en ai au moins trouvé un qui faisait partie des associés au départ, qui était lui-même associé sur d'autres sociétés, j'y reviendrai pas, mais ceux qui sont connus et officiellement, c'était deux Français. Le premier, c'était René Fano. Donc René Fano arrive à Shanghai en 1901 et il travaille pour Banque de l'Indochine. Puis au bout de quelques années, il quitte pour monter l'International Saving Society. C'est toujours un peu les mêmes gens, en fait. On se rend compte que c'est toujours un tout petit panier de crabes. C'est toujours les mêmes gens qui passent d'une position à l'autre, etc. C'est très intéressant. Et donc, en 1912, ils fondent l'ISS avec Monsieur Bodin. Donc, lui, c'est Fano, lui, c'est Bodin. D'ailleurs, leur nom est marqué sur chaque bulletin de la compagnie d'assurance vie, de la même façon que c'est le cas aujourd'hui. Et Monsieur Bodin, donc, on a parlé de Madier qui habitait la petite Maison Blanche.
Eh bien, la grande Maison Blanche qui se trouve 200 mètres plus bas sur la Fenyanglu, qui était le restaurant Ambrosia au Polaner, là je vous parle d'il y a 7-8 ans, qui est aujourd'hui une espèce de musée. Eh bien, il habitait là. C'était la maison de Bedin. Petite maisonnette aussi, un petit peu. Qui d'ailleurs ne possédait pas la maison. De même que Madier ne possédait pas la maison dans laquelle ils habitaient. Elles étaient détenues par une autre société française, dont je reviens, qui était filiale de l'International Savings Society. Donc, en bonne société d'assurance vie, la première qu'ils font, c'est ils fondent une compagnie d'assurance comme filiale. Ça, c'était la première. Donc, 1918, assurance franco-asiatique, ça c'est de l'assurance de dommages. Et ils emploient quelques années plus tard Monsieur Étienne Sigaud, qui a démissionné de la compagnie maritime pour passer comme membre du board de la International Savings Society, voilà. Et qui ensuite revient. Et comme commissaire aux comptes, ils avaient un monsieur qui s'appelait Félix Bouvier, dont on va parler ensuite, qui était expert comptable, mais pas seulement. On va y revenir. Expert en pas mal de choses. Alors, l'ISS, ayant connu un succès considérable, en fait, ils ont fait comme les compagnies d'assurance vie, c'est-à-dire qu'ils collectaient de l'argent et ils devaient verser un intérêt. Donc, il fallait l'investir pour récupérer cet argent. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont investi dans l'immobilier. Et donc, la grande majorité, pas tous, mais une grande partie des buildings art déco de la concession française actuelle, parce qu'on appelle aujourd'hui la concession française, qui est en fait une partie de l'ancienne concession française, étaient financés par eux. Le premier, qui s'appelait au départ ISS Building, devenu Normandie. Et donc, pour faire ça, en fait, ils ont profité de ce qu'on appelle... En fait, il y a eu une extension de la concession française. C'est-à-dire que jusqu'en 1914, la concession française, ça s'arrêtait en gros un peu plus loin que People Square, et un peu plus loin, on va dire jusqu'à Xintiandi. Et puis ensuite, en 1914, elle a été étendue jusqu'à Sujaway, en fait, jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était la campagne. Et donc, ils s'allouaient, au TVK, ils se faisaient allouer des lots de terrain sur lesquels ils construisaient des buildings. Et donc, ils ont fait appel aux architectes les plus connus de l'époque. Et en premier lieu, c'est reparti, on retrouve toujours les mêmes, Léonard Wesser associés, qui sont les architectes de... Voilà. Alors, ce qui les a fait connaître, c'est ça. Ils en ont fait plein d'autres, mais... Et qui était bizarrement financé lui-même par la CCI et les membres de la CCI. Voilà. D'ailleurs, ça je ne l'ai pas marqué, mais en fait, il y avait des appels d'offres avec des architectes et par des contacts en Hongrie à Udek, enfin, de la famille de Udek. En fait, Udek, donc, qui lui dessine ça, il écrit une lettre à sa sœur. Il écrit beaucoup à sa sœur. Et il écrit une lettre à sa sœur en disant... Donc, j'ai participé à un appel d'offres pour designer le cercle sportif français. Bizarrement, c'est des architectes français qui ont gagné. Et pas un Hongrois apatride. C'est étonnant quand même. Moi, j'ai pas trouvé ça très étonnant, mais bon. Autre compagnie connue, donc Alan Curie, Udek. La troisième, c'est Palmer & Turner. Alors, Palmer & Turner, c'était la compagnie qui a designé la majorité des immeubles du Bund. Et donc, ils ont aussi travaillé pour les Français. Et ils ont construit, donc l'ISS, en fait, la FONSIM avait non seulement des grands bâtiments comme ça, mais ils avaient pas mal de lits longues. Et toutes les laines qui sont plutôt de bonne qualité, plutôt bien conservées, il y en a pas mal qui, en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'elles appartenaient à la FONSIM. Je vous donne un exemple. Ça, c'est Yongkanglu. C'est l'angle de Yongkanglu et de Taiyuanlu, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est un film de 1931 avec la star chinoise Wang Linyu, donc, qui est hyper connu, qui s'est suicidé quelques années après. Ça a été le truc, son enterrement, c'est un truc dont on a parlé pendant des années. Elle a encore plein de fans aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est que ce Li Long, quand il tourne le film, il venait d'être construit. Et vous avez un tiers du film qui se passe et qui décrit la vie de gens super high level, riches, etc., qui se passe dans ce Li Long qui venait d'être livré, ou dans un autre Li Long qui venait d'être livré et qui appartenait accessoirement à la FONSIM. Donc, on n'a jamais trouvé, on est plusieurs à avoir cherché, on n'a jamais trouvé de traces, mais ça serait un exemple de product placement dans un film, ça serait quand même pas très, très, très étonnant. D'accord ? Dernière chose importante, la FONSIM, pour une bonne partie, signait ses buildings. Notamment, alors pas ceux-là,
mais certains autres, en fait, quand vous voyez, ils ont un logo comme ça. C'était Foncim, FCI, soit rond, soit octogonal. Ben, c'était un building designé par. Et honnêtement, ils possédaient, je pense, la moitié des buildings encore existants à Shanghai. Ils ont un impact sur la concession française absolument considérable. Et alors, on y revient. Étienne Sigaud, membre du directoire, membre de la CCI, ancien des messageries maritimes, et Jean Donnet de Racine ici. Je vais avancer. Voilà. Donc, on avance un peu, parce que j'en rajoute un petit peu trop. Et la deuxième personne qui a fait fortune incroyablement et de façon assez étonnante à Shanghai, c'est Bouvier, donc justement commissaire aux comptes de la précédente. Et Bouvier, donc il naît en Bourgogne, il arrive en, je sais parce que je viens de Bourgogne, c'est pour ça que je le note, mais il naît en Bourgogne et il devient expert comptable et il cherche un peu l'aventure, donc il arrive à Tianjin en 1912 et il devient comptable pour les Jésuites. Puis assez rapidement, il semble que ça lui suffise pas et donc il change de société, il y reste jamais très longtemps. Il arrive à Shanghai et à Shanghai, il fonde le Grand Garage Français. Le Grand Garage Français, qui était représentant de Delage, société de voitures très luxueuses des années 30, de Citroën, ça c'est les pubs où il y a marqué en chinois Grand Garage Français, y compris la dépanneuse. Le Grand Garage Français, il était situé sur la Huarailu, exactement à l'endroit où l'autoroute surélevée passe. En fait. Donc quand vous passez après Xintiandi, c'était à cet endroit-là. Donc il commence à importer des voitures, etc. Et puis, ce qui fait sa fortune, c'est qu'il crée ce qu'on appelle le canidrome. Alors le canidrome, c'était sur la Fuxinlu et sur la Shanxilu. Vous avez maintenant un théâtre à cet endroit-là, mais avant, il y avait le marché aux fleurs qui était lui-même dans un endroit qui était en fait le canidrome. Donc c'est un endroit où on faisait des courses de lévrier. Donc qui dit course de lévrier dit Paris, donc énormément d'argent. Il y avait deux parties. Il y avait la partie course de lévrier et il y avait une partie avec un dancing qui était ce bâtiment-là, qui a disparu, qui a été détruit en 2006-2007 et qui était un des endroits du luxe, de la fête. Il y avait des orchestres, restaurants, dancing très très élevés. Et donc ils ont fait un argent complètement fou avec. Donc il y avait le champ de course français avec des programmes quotidiens, des courses de lévrier sur lesquelles on pouvait parier et gagner ou perdre beaucoup d'argent. Donc ça, c'était la première étape. Et ce qui est très étonnant, c'est que personne ne comprend comment il a financé ça. Enfin, au début, en tout cas. Et puis, il a fait à peu près la même chose un peu plus loin. En face de l'actuel AAPM, vous aviez ce qu'on appelait l'auditorium. Pareil, un endroit où on faisait des paris. Alors là, c'était pas les chevaux, c'était pas les lévriers, c'était la pelote basque. Et il y avait des gens faisaient des paris sur ça. C'était un immense gymnase, c'est resté un gymnase jusqu'avant la destruction. Et en fait, encore une fois, personne ne comprend trop comment il l'a financé, sauf que quand on lit un petit peu, notamment des livres sur lui, notamment son fils a fait une biographie où il explique que un jour, des gens sont venus extorquer un petit peu son père et lui ont dit que s'il donnait pas d'argent, il aurait des problèmes. Et lui a répondu, c'est le fils qui coûte, écoutez, je vais en parler à Monsieur Dou. Donc, Monsieur Dou, c'était Dou Yuesheng, le plus grand gangster de Shanghai qui contrôlait l'opium, la mafia, et ces gens ne sont jamais revenus. Et il est assez probable que, c'est simple, hein, quand vous avez une société qui fait beaucoup de paris, qui gagne beaucoup d'argent avec du jeu, il est possible que ça ait servi à générer de l'argent. Accessoirement, donc, il était président de l'Union mobilière et il était le commissaire aux comptes de l'ISS, ce qui est intéressant quand même. Alors, pour finir, j'ai parlé des grosses sociétés. Maintenant, je vais vous parler de sociétés qui étaient un petit peu différentes. Il y avait aussi, comme aujourd'hui, pas mal de sociétés d'import-export. La plus grosse, c'était Olivier Chine. Donc, c'était pas une société qui était seulement à Shanghai. En fait, c'était une société d'import-export avec des bureaux un peu partout dans le monde, basés à Paris. Et Olivier Chine, donc, s'ouvre en 1847. Ils ouvrent à Shanghai en 1875. Donc, ils exportaient essentiellement du thé, de la soie de porc pour faire des brosses, de la soie aussi en général, et surtout, ils sont devenus le champion du monde du canotier. Le canotier, c'est un chapeau plat très à la mode dans les années 20, et en fait, ils ont acheté des quantités phénoménales de chapeaux de paille en Chine qu'ils ont réexportés à travers le monde. Ce qui est exactement ce que pas mal de gens font quand ils font du sourcing, du trading. C'est exactement la même chose. C'est ça qui est très intéressant. Et dans le côté import, eh bien, ils importaient notamment du vin. Donc le vin était déjà un gros business,
Donc ça, c'est Veuve Amiot, avec marqué Olivier Chine dessus. Donc c'était import de champagne en Chine. Ça, c'était on voit pas bien, en fait, ils triaient le thé. C'est un peu comme des Publiton, quoi. Ils triaient le thé pour l'exportation. Et ils représentaient des grosses sociétés françaises, notamment Saint-Gobain, Rhône-Poulenc. Juste pour vous donner une idée sur la société. Donc, la société, évidemment, à partir de la fin des années 40, a disparu de Shanghai. Elle a continué à Hong Kong. Et finalement, les derniers morceaux, qui étaient la partie food and beverage, ont été rachetés par LVMH dans les années 90 et intégrés au pôle drink. Et donc, pareil, les dirigeants faisaient partie de la chambre de commerce. Ils étaient membres du board de la chambre de commerce. Autre société, parce qu'en fait, il y en avait plusieurs. Olivier, c'était la plus grosse. La deuxième plus grosse, c'était Racine. Alors, est-ce que quelqu'un est diplômé de Kedge parmi vous? Bon, je loupe tout ce soir, mais monsieur Racine était diplômé de l'école de commerce de Marseille, promotion 1895. Donc, il y avait déjà des alumni. Et en fait, eux, ils étaient agents pour de nombreuses sociétés françaises. Alors, on le voit en regardant les publicités qu'ils faisaient dans le journal de Shanghai dont on a parlé. Par exemple, produits casse-grains, champignons en boîte, gna gna gna. Vous aviez du champagne. Donc, le vin, c'était un gros business, et notamment le champagne. Charles Heidsieck, vin de Bourgogne. Puis après, vous aviez d'autres compagnies dont je parlerai plus tard. Mais Racine, donc ils importaient du vin, mais ils étaient aussi acheteurs pour le bon marché. Donc pareil, c'est Carrefour, Auchan Sourcing pour le bon marché. Et donc, pour finir, Monsieur Donnet, qui en fait était le neveu de Georges Racine, est devenu le PDG de la compagnie en 1922. Et accessoirement, il était aussi membre du board de la CCI et président du directeur de la Foncière. Et puis celui dont je n'ai pas parlé, parce que David en a parlé au départ, c'est Madier, qui lui était dans les soieries et exportait de la soie en très grande quantité. Voilà, pour finir, une petite photo du Bonn des années 30. Alors ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était le consulat général de France. Ça, c'est une rue. Hein. La Yan'an, c'est là. La Jingnenu, c'est là. Donc c'est 500 mètres. Consulat général de France, ici, c'est les messageries maritimes. Et ici, c'est l'entrée de la Yan'an, c'est là où se trouvait l'ISS et la plupart des sociétés. Donc en fait, et dernier, ça, il existe encore celui-là, il s'appelle le St. Anne Building. Il est juste derrière, c'est là que se trouvait le journal de Shanghai. Donc en fait, tous les gens dont j'ai parlé travaillaient tous dans un carré de 500 mètres sur 500 mètres, grand maximum, à l'exception de Bouvier qui était un peu plus loin, pas très loin d'ici. Et ça explique aussi le fait que tous se connaissaient, qu'ils participaient aux mêmes activités. On retrouve toujours les mêmes gens, toujours. Voilà. J'en ai fini de la présentation et de ma partie. David, je te laisse la fin. Alors, pour l'anecdote, quand j'ai épluché les bulletins, il y a une lettre entre Shanghai et Canton où Shanghai s'excuse de prendre la proéminence parce qu'en fait, avant 1916, il y avait déjà une chambre de commerce française à Canton. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme vous savez, le premier consulat de France, il a été établi sous Louis XVI à Canton. Donc, on peut remonter très loin. Mais là, j'ai pas retrouvé les bulletins, donc ce sera pour une autre fois. Ouais, voilà. Donc, on va, ce qu'on fait habituellement, ce que fait Michel habituellement, on va prendre les questions de la salle. Donc, comme il y a une retransmission en même temps, il y a des gens qui nous écoutent en ligne, il faut que vous parliez dans un micro. Donc, Alexandre, qui est dans la salle, va prendre les questions. Donc, allez-y, ne soyez pas timide et lancez-vous pour des petites questions. Il y en a une là-bas, dans le micro. Est-ce qu'il y a un moment que la CCI elle était interrompue, cessée à cause de la guerre, à cause de la révolution, ou de l'invasion japonaise? Enfin, bien sûr. Donc, elle était beaucoup de temps à Shanghai fermée, ou travaillait des autres CCI, chambres de commerce, dans des autres appartements de la Chine, dans l'autre région de la Chine, pardon.
Donc, alors, pour répondre, l'histoire... Merci pour la conférence, c'est très intéressant. Gentil. Pour répondre, l'histoire de la Chambre, il faut le mettre dans le contexte de l'époque, qui était en effet un contexte où il y avait beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de choses, y compris avec le Japon, 1932, 1937, etc. 1937 a vraiment été le moment où les choses ont commencé à péricliter. Après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, où là, c'est devenu quand même très compliqué. Il y avait, c'était vraiment un îlot perdu dans un monde de guerre. Et donc après, avec la libération, les choses sont revenues plus ou moins normales, mais avec la fin de l'extraterritorialité, donc c'était plus la même chose. Et puis après, il y a eu la guerre civile, et puis après, on rentre dans une histoire où tous les étrangers ont été expulsés de Chine. Donc il y a cette parenthèse entre 1946, donc dès 46, la Chambre s'arrête, et jusqu'en 1992, où apparaît Madame de Metzmann qui recrée la Chambre de commerce. Mais c'est vraiment ça. Il y a cette période qu'on connaît tous, où la Chine va se réouvrir. Mais il y a un hiatus d'une quarantaine d'années avant que les choses reprennent leur cours, différemment, évidemment. Voilà. Une autre question ? Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était passionnant. J'ai noté dans la liste des différentes antennes et puis aussi sur la carte, il n'y avait pas d'antenne à Pékin. Est-ce que vous connaissez la raison ? Le milieu économique à Pékin n'était pas aussi développé. Le vrai centre, c'était Tianjin à l'époque, donc c'était vraiment des ports. Et à Pékin, il n'y avait pas de concession. On est quand même sur la capitale impériale, etc. Donc il y avait un certain nombre d'intérêts qui étaient très diplomatiques et religieux. Mais au niveau du business à Pékin, il y avait très peu de choses. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une antenne, comme on dirait aujourd'hui, en tant que telle. Et c'était plutôt Tianjin. Tianjin, on a fait une conférence au mois de septembre avec l'expert de Tianjin à Pékin qui nous a raconté la concession française, entre autres, de Tianjin à l'époque. Voilà. J'avais une question gastronomie. Ils mangeaient quoi, du coup, le midi, tous ces gens-là sur le Bund? Ils allaient à Mr. et Mrs. Bund, au Peace Hotel Alors ça, c'est une question pour Hugues, donc je passe la main. Alors, dans les posts que j'ai pas encore écrits, il y a le post sur les restaurants français à Shanghai. Et il y en avait quelques-uns. Il y avait notamment la Rotonde. C'était donc j'ai parlé du Grand Garage français qui se trouve à l'endroit où vous avez où la Yan'anlu croise, la Huaihailu croise l'autoroute surélevée. Et là, dans l'angle, vous avez le garage français et vous avez un gros bâtiment qui fait l'angle, qui s'appelle le Béarn, qui était possédé par la Foncim, enfin, qui était dessiné par Léonard Wesser, on revient toujours au même genre. Hein. Et là, à une époque, il y avait un restaurant qui s'appelait La Rotonde. C'était pas le seul, il y avait pas mal de restaurants sur la Huaihailu. Mais effectivement, sur le Bund moins. Donc, je pense qu'ils prenaient 2 heures pour aller déjeuner un peu plus bas. Ou ils rentraient chez... C'était une autre époque, hein, quand même. C'était une autre époque. Ils envoyaient des lettres avec des sténos. Hein. Ils avaient des secrétaires qui leur tapaient les lettres. Il y avait le téléphone fixe, vous vous rappelez, avec le fil, avec 5 chiffres sur le fil. Et à cadran. Et c'était quand même pas le même... Et ils avaient le télégramme. Et accessoirement, de l'autre côté de la rue, par rapport à la chambre de commerce, il y avait le bureau des télégrammes chinois qui était sur la Yan'an. Donc, ils envoyaient des télégrammes. On a d'ailleurs des télégrammes qui disent, moi j'en ai vu, qui disent les produits que vous nous avez envoyés sont pourris, remboursez-nous. Ou ils sont pas. Ouais, ça, bien sûr, c'était exactement pareil. Notamment toutes les activités de trading, ça allait beaucoup plus lentement, mais c'était exactement les mêmes histoires. Il y avait aussi tout un système, enfin c'était vraiment une autre façon de travailler. Il y avait tout un système de clubs et très souvent les journées de travail, de ce que j'en ai compris, c'est beaucoup le matin et puis après vers midi on allait dans les clubs et en réalité ils faisaient beaucoup de networking dans ces endroits-là, mais voilà, ils jouaient au billard, ils jouaient à un certain nombre de choses, ils lisaient, mais c'était beaucoup de networking. D'où l'importance du cercle sportif à l'époque et d'autres clubs. Il y avait chaque club, il y avait un club par nationalité presque, mais le cercle sportif était central. Il y avait même plusieurs clubs français en fait. Oui, exactement. Il y avait un grand club, il y avait un petit club, il y avait un club de la police. En fait, il y avait plein de clubs comme ça. Les gens se réunissent, ils passaient leur temps à se réunir. Il n'y avait pas d'email, Quand ils voulaient envoyer un message, ils prenaient un messager. Ils écrivaient la note. Il y a quelqu'un qui courait. Vous voulez venir dîner chez nous ce soir? Ben, clac. Ah oui. Ah ben non, je suis pas là. C'est le chanson. Oui, c'est ça. Oui, c'était exactement ça. Et à ce moment-là, ils appelaient parce que la plupart des étrangers avaient beaucoup de domestiques. Ils habitaient des très grandes maisons, surtout. Alors, tous les gens dont on parle, ils habitaient des très grandes maisons. Donc, c'était. Et il y a des histoires comme ça où ils disent le meilleur des number one boys, c'est-à-dire le
domestique qui dirigeait la maison, sa principale qualité, c'était de pouvoir, à 5 heures du soir, organiser un dîner pour 20 personnes à 19 heures. Autre époque. On va prendre une dernière question et puis après, si vous avez des questions, on les partagera autour du cocktail. On a Thierry au fond? Non, tu veux pas? Bon. Philippe. Moi, j'ai une question sur la langue. Est-ce que ces entrepreneurs parlaient chinois ou pas du tout? Et à ce moment-là, en termes de gestion de leur entreprise, est-ce qu'ils avaient réussi, donc, a priori, à créer un middle management qui parlait les 2 langues ou 3 langues, je ne sais pas lesquelles? Alors, tu vas compléter ce que je vais dire. J'ai trouvé dans la partie officielle des bulletins où il y avait une directive qui venait du gouvernement chinois qui disait que les contrats maintenant devraient être faits en chinois. Et là, les hommes d'affaires français de la Chambre de commerce ont tout de suite envoyé une lettre à l'ambassadeur en disant mais c'est principe d'extraterritorialité, il faut que le droit français soit proéminent, il faut que les contrats restent en français. Donc dans la concession française ou sinon en anglais, etc. Donc en termes de bilingualité, on va dire, c'était pas vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui. Il devait, tu vas compléter. Ils avaient un système avec les Chinois qui fonctionnait quand même pas mal. Oui, il y avait plusieurs systèmes. Alors déjà, il y avait une espèce de lingua franca étranger chinois, ce qu'on appelle le Pidgin English, qui est un espèce de joyeux mélange de cantonais, de chinois, d'anglais, le tout mixé, qui est très très direct. En gros, c'est toi faire ça, toi faire ça, toi faire ça. En gros, c'est ça. Et qui servait beaucoup. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, notamment pour les grandes compagnies, il y a eu une école, donc c'est l'école qui se trouve aujourd'hui, qui est encore un lycée, sur la Wahelou, à l'angle de la Tibet Road, la Sijianglu. Je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui. Enfin, voilà, donc le lycée de Guangming a été fondé par les entreprises françaises pour former des cadres pour y travailler, et notamment à la société d'électricité, qui avait besoin de beaucoup de cadres pour faire tourner le système. Donc ils avaient un peu créé leur système. Exactement, c'est ce qui me venait à l'esprit. Ils avaient toujours, c'est lié aussi un petit peu au système qu'il y avait quand uniquement le port de Canton était ouvert, où le système chinois forçait qu'il y ait un personnage, un intermédiaire qui soit chinois. Les étrangers n'avaient pas le droit de parler chinois, donc il y avait un intermédiaire chinois imposé, etc. Et puis ça, c'est le mot comprador s'est installé, et chaque entreprise étrangère occidentale en Chine avait son comprador qui tirait très souvent les ficelles, qui était extrêmement riche aussi pour les grandes entreprises et qui savait faire du guanxi quand il fallait en faire. Donc c'est un peu le responsable des publics affaires, ce qu'on retrouve, mais voilà, plus CEO, pas avec un niveau aussi élevé qu'à l'époque, mais voilà, c'est un peu ça. Tu complètes? Ouais. Le comprador, en fait, il sous-traitait En fait, il y avait les étrangers, ils avaient un sous-traitant unique, plus ou moins internalisé, parfois employé, parfois moins, souvent qui grattait au passage du chiffre d'affaires et qui organisait tout, en fait. Donc, les étrangers donnaient les ordres qui se trouvaient magiquement appliqués, plus ou moins. Oui, c'est ça. Le squeeze à la chinoise est donc pas quelque chose de nouveau, les enveloppes, etc. Vous connaissez, vous en avez entendu parler peut-être? Non, ça n'existe pas. Non. Donc voilà, c'est quelque chose. Les parallèles sont intéressants. Donc on va s'arrêter là parce qu'on peut en parler. Vous voyez pendant encore très longtemps. On peut échanger ensuite. Avant de nous séparer, on va passer aux annonces pour la Société d'Histoire. Donc on fait un club lecture. Si vous êtes amoureux du livre ou même si vous êtes curieux de livres et que vous voulez juste venir écouter, vous êtes bienvenus pour notre prochain club lecture qui a lieu le 10 mai après les vacances. La prochaine conférence, ça sera le 22 mai dans les locaux du cabinet Dao que nous aimons beaucoup. Ça sera sur Victor Ségalen. Donc, quand on parle de Chine, de littérature, Ségalen, ça dit quelque chose à un certain nombre d'entre vous, je pense. Et puis, comme on est sur l'agenda, la Chambre de commerce organise demain une conférence super intéressante sur l'intelligence artificielle avec un autre membre du bureau qui interviendra, etc. Mais voilà, il y a un super sujet demain sur ChatGPT, entre autres. Donc, n'hésitez pas à revenir à la Chambre de commerce. Elle est là aussi pour
pour intervenir sur des sujets qui sont plus terre à terre que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Mais voilà, merci à tous. Retrouvons-nous bientôt et puis retrouvons-nous maintenant autour d'un verre.